Bonjour, bonjour chers amis, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Vallée et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie du docteur Pénoël. Bonjour papa. Bonjour Magali. Voilà, donc en direct de Strasbourg, toi tu es dans la Drôme. Aujourd'hui, nous allons un petit peu évoquer le thème des pathologies de nature infectieuse et notamment donc des pathologies émergentes de type SRAS, de type coronavirus. On nous dit que nous sommes en guerre. Alors, si on est en guerre, il faut se préparer. Quelles sont les ressources dont nous disposons pour nous préparer à cette guerre, à ces maladies émergentes dont on nous parle? Bien, alors ce sujet est un sujet brûlant et c'est un sujet qui ne va pas nous quitter de sitôt. L'histoire du coronavirus, on sait qu'elle est essentiellement liée à des atteintes de l'espèce humaine vis-à-vis de la biodiversité. Vous connaissez l'histoire de la chauve-souris, du pangolin et tout ce qui a pu se passer, mais en réalité, si on envisage l'émergence du sida dans les années 80, avec tout ce qui s'est passé en Afrique à propos des singes rhésus, si on voit ce qui se passe avec l'Ebola, si on voit ce qui se passe avec le SRAS, à chaque fois, vous vous rendez compte que l'espèce humaine, elle attaque la biodiversité, elle détruit les milieux naturels et elle fait émerger et sortir de leur zone de réserve ces êtres infiniment petits, mais pourtant extrêmement actifs, et alors qu'ils n'auraient jamais dû interférer avec notre propre système, avec notre biologie, avec notre espèce. On est donc les artisans de notre malheur. Alors maintenant, la situation étant ce qu'elle est, en ayant bien conscience de notre responsabilité, de quelles armes nous disposons dans la préparation, effectivement, de ce qu'Emmanuel Macron a appelé une guerre, et il l'a fait avec raison. Donc, ce que tu nous dis, c'est que finalement, l'émergence de ces maladies, elle est liée à une brisure de l'écosystème. Voilà, si tu veux, moi, quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai même pas étudié le sida. Pour prendre un autre exemple, hors pathologie infectieuse, Alzheimer, on n'étudiait pas ça à mon époque. Je vous parle d'un temps, comme on dit, que les moins de 50 ans ne peuvent pas commettre. Et donc, toutes ces maladies qui émergent, qu'elles soient infectieuses ou non infectieuses, partiellement infectieuses, on s'aperçoit qu'il y a quand même un lien particulier avec le comportement humain et qu'il y a aussi un lien dans ce qu'on appelle les pathologies dégénératives, toutes ces maladies auto-immunes, ces cancéroses, ces pathologies cardiovasculaires, le diabète, toutes les dégénérescences, il y a quand même un lien évident avec la manière dont les populations vivent. C'est-à-dire si on va voir l'incidence de ces pathologies dans les tribus restées sauvages d'Amazonie, de Bornéo ou du fin fond de l'Afrique, elles n'ont aucune existence. On voit bien que ce sont des pathologies de la civilisation occidentale, qu'elle soit en Amérique, en Europe, en Australie, on va retrouver la même chose. La meilleure preuve, c'est que les peuplades qui étaient indemnes quand elles adoptent le mode de vie occidental, je parle par exemple en Laponie, les Inuits, eh bien, ils se retrouvent exactement avec les mêmes pathologies quand ils changent le mode de vie traditionnel et qu'ils adoptent le sucre, l'alcool, le tabac, et que finalement la nourriture que la nature leur donnait et même les conditions très dures de vie dans ce froid extrême, eh bien, ça leur a évité bien des maladies. Et maintenant, ils rejoignent très rapidement le même niveau des maladies de l'Occident. Donc, le Donc mode de vie est exemplaire. oui, là, on a dressé le tableau. Donc, soit effectivement, on se dit, ben, il n'y a pas grand-chose à faire, notre civilisation, elle évolue vers la décadence et on n'a pas grand-chose à faire, ou alors on dit, bien, la situation est telle qu'elle est, voici le constat, et nous avons néanmoins des ressources. C'est évident que d'un point de vue très global, ce n'est pas toi, Magali, ou moi qui va aller empêcher la destruction des forêts équatoriales, qui va aller attaquer tous ces lobbies de l'agroalimentaire. Mais qu'est-ce que moi je peux faire à titre personnel et à titre familial pour me préserver, pour préserver la vie et la santé de celles et de ceux que j'aime et dont j'ai aussi la responsabilité. Donc c'est à partir de cette décision individuelle et de ces orientations que je vais prendre, que je vais pouvoir, comme on dira, mettre toutes les chances de mon côté. D'accord. On ne dit pas qu'il n'y aura jamais de maladie. Donc, je vais déjà éviter la maladie. Et je sais que si la maladie arrive, tout ce que j'aurai fait me permettra d'y résister bien plus facilement que si je n'ai pas fait attention à tous ces principes qui sont à la fois des principes, je dirais, de bon sens et des principes qui vont venir essentiellement d'une inspiration qui n'est pas nécessairement celle du cadre
de la médecine conventionnelle. Chers amis, vous devez comprendre que vous avez la chance de m'avoir avec vous et que j'ai la chance d'avoir une triple formation, d'une part en médecine conventionnelle, officielle, comme on dit, qui reste indispensable, sur laquelle je vais mettre des critiques véhémentes, mais simplement d'accepter de prendre la partie intelligente de cette médecine, moins cohérente, pas besoin. Ensuite, j'ai la formation dans la compréhension des médecines énergétiques et j'ai également la formation du côté des médecines naturelles. Et c'est cette triple approche conventionnelle, énergétique et naturelle qui me donne autorité et basée aussi sur l'expérience acquise pendant plus d'un demi-siècle pour vous aider vous-même à réfléchir, à ouvrir les yeux, à faire votre propre parcours intérieur pour ensuite prendre les bonnes décisions en ce qui vous concerne personnellement et éventuellement les membres de votre famille. Donc, ce que tu disais, en fait, donc, tu as cette triple formation donc, qui te permet d'utiliser différents outils pour préserver notre bien-être ou notre santé. Et tu disais, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'agir dans l'urgence, ça ce serait comme un sprint, en disant vite, on va chercher des outils pour se guérir, se soigner, mais rentrer dans ce que tu appelais une mission immunitaire. Non pas une mission humanitaire, mais une mission immunitaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu comprends que si tu postules, alors prenons le cas de la mission humanitaire, tu postules pour partir en mission humanitaire et tu n'as qu'une formation, on te dira, ça part d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Maintenant, il faut quand même avoir une réelle formation, soit dans le milieu médical, ça peut être des missions humanitaires aussi d'ingénieurs, de techniciens, de formation de petites entreprises locales, enfin, peu importe le sujet, mais il faut être formé. Donc l'intention, le désir, ce qu'on a chevillé au cœur, là, ça compte. Après, il y a vraiment ce qu'on va apprendre. Puis après, comme tu dis, il y a le cognitif, comment je vais agir. Alors peut-être quand on parle de mission immunitaire, peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'immunité finalement. Alors, le terme mission, comme je l'ai fait en acronyme, il s'agit d'acquérir la maîtrise intelligente, sûre et sereine de mon immunité opérationnelle au naturel. Et ça fait mission. Voilà, la maîtrise, c'est un peu comme si tu devenais ceinture noire de judo ou de karaté. Tu ne vas pas devenir ceinture noire dès que tu t'es inscrit au cours. Tu vas passer par ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, ceinture marron, tu arrives à ceinture noire, après jusqu'au 7e dan. C'est le travail d'une vie. Et en fait, c'est ce qui donne aussi du sens à ta vie. Et au passage, comme un bonus, tu t'aperçois que tu es capable de résister. Pas seulement par rapport juste à ce virus du corona. En réalité, tu vas créer une espèce de capacité de réponse intelligente face à toutes sortes d'agressions, qu'elles soient infectieuses ou qu'elles soient non infectieuses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un processus le plus général possible, le plus englobant, le plus large, qui nous permettra effectivement d'atteindre un niveau, et ce niveau, on l'appelle la maîtrise. D'accord ? Donc c'est une programmation, et je dis toujours, et je donne ça comme sous-titre, tout se joue en amont. Ce n'est pas au moment où le problème arrive, là c'est déjà trop tard. C'est parce qu'on a travaillé en amont et on l'a fait d'une manière régulière, assidue, persévérante, et pas juste ponctuelle, occasionnelle, sporadique. Et c'est pour ça qu'on a été capable. Quand tu admires des gens, regarde ce champion espagnol qui a vaincu à Roland-Garros, qui s'appelle l'espagnol, le tennisman. Il y a Federer, mais lui, il est très connu là. Tu vois qui je veux dire. Bon, ça me revient. Je veux dire, il travaille son tennis en permanence. Il est l'admiration du monde entier. Donc, ces gens-là, ils ont commencé. Souvent, les parents s'occupent de ces gens-là à l'âge de 5-6 ans. Déjà, les programmes pour devenir des champions. Alors, tous ne termineront pas champions, mais comme tu dis, Magali, il faut au moins créer les conditions, comme on dit dans l'école Montessori. Tu donnes déjà les conditions. Quand tu donnes les conditions, ça devient beaucoup plus facile. Ces conditions, c'est déjà des conditions qui sont internes à toi, et il y a une partie des conditions qui sont externes. Et donc, c'est ces ressources intérieures et ces ressources extérieures sur lesquelles on fait un inventaire et sur lesquelles on va effectivement créer un véritable programme pour obtenir cette maîtrise. Alors ça, c'est intéressant de dire qu'on a les ressources intérieures parce que parfois, on a l'impression qu'il faut aller acheter tel complément alimentaire,
tel produit, telle substance, et que finalement, on est un petit peu, on est dans cette grande fragilité et que si on ne va pas récupérer ces substances-là, eh bien, on est à la merci de n'importe quelle attaque virale ou bactérienne. Toi, tu dis que non, on peut vraiment aller chercher ces ressources de façon intérieure, endogène. On le sait par l'expérience. La problématique, c'est déjà qu'on a isolé l'immunité. On parle du système immunitaire, qui est déjà hyper complexe, mais ce système immunitaire lui-même, ce n'est qu'un sous-ensemble d'un ensemble plus vaste, et c'est un ensemble qui se décline d'un point de vue hiérarchisé. C'est pour ça que nous parlons, quand on va aborder le thème d'une manière intelligente et holistique, intégrative, du système psycho, neuro, endocrino, immunitaire. Donc le mot immunitaire, il n'arrive qu'à la fin. Tu sais très bien, Magali, qu'un choc psychique, il peut totalement écrouler ton immunité et faire apparaître des cancers, faire apparaître des maladies auto-immunes, faire apparaître des réactions allergiques, ou simplement te fragiliser pour toute infection qui va passer. Donc le noyau, je dirais, primordial, et en particulier pour l'être humain, mais c'est vrai aussi pour un chien, c'est vrai pour une souris, en laboratoire, on le voit bien. Tu lui donnes un gros stress, elle va avoir une perte de son immunité, elle va être emportée par une maladie. Et l'apprentissage de cette résistance au stress, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc le noyau psychique, c'est le premier noyau. Mais ce noyau psychique va dépendre de ton équilibre nerveux et neurovégétatif, d'où l'importance de se concentrer sur ce fameux nerf vague, et aussi l'importance du travail respiratoire, qui est un levier extraordinaire pour le rééquilibrage neurovégétatif. Il est aussi endocrinien, d'où l'importance d'avoir sa thyroïde, ses glandes cortico-surrénales, ses ovaires, ses testicules, son pancréas, toutes ces glandes intérieures, avec bien sûr l'hypophyse et l'hypothalamus comme chef d'orchestre de l'ensemble des autres glandes, qui va permettre la réponse intelligente et la bonne maîtrise. Et enfin, on en arrive à l'immunité innée et acquise. Et là, au final, si on sait qu'on a travaillé en amont sur la psyché, sur le neurovégétatif et le nerveux en général, si on a bien travaillé sur l'endocrinien, l'immunité dans son bon fonctionnement, c'est-à-dire intelligent, respectueux et sûr, qui ne va pas déborder, c'est-à-dire, on dit souvent ça dans la police, il faut une riposte qui soit proportionnée à l'attaque. Si tu ripostes d'une manière totalement, on va dire, démesurée, tu vas te faire tellement de mal que tu mourras non pas du problème du virus, mais de la manière dont tu réagis par rapport à cette attaque. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à voir l'immunité de façon très morcelée et que, en fait, c'est un grand tout. Hein, tu as parlé du PNEI, psycho-neuro-endocrino-immunitaire, et qu'en réalité, il faut arriver à retrouver ce puzzle de l'immunité, et ça nous appartient. Donc, par exemple, tu parlais du nerf vague. Le nerf vague va jouer sur l'inflammation, régulation de l'inflammation. On peut l'activer, par exemple, en chantant. On peut l'activer également en faisant du gargarisme. Donc, il y a des choses assez simples, somme toute, à faire pour pouvoir retrouver ce pouvoir de notre immunité. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que bien souvent, on voit un tel qui vient, j'ai la méthode pour vous guérir, puis l'autre, et moi j'ai la méthode, et puis encore un troisième, il n'y a pas la méthode. C'est ce qu'on appelle une voie commune. C'est comme en biochimie, tu as une voie commune. Tout ce qui va permettre, après il faut que ça te corresponde et que tu aimes ça, mais tout ce qui va te permettre un rééquilibrage sur le plan du psychique, un rééquilibrage, un renforcement sur le plan du neurovégétatif, un rééquilibrage et un équilibre sur le plan endocrinien, quelle que soit la méthode que tu as choisie, de toute façon, ça résultera de manière positive sur une meilleure immunité, une immunité intelligente, sûre, qui donnera la juste réponse proportionnée. Donc, il n'y a personne qui détient la vérité. Moi, ce que je propose, c'est d'ouvrir la conscience de manière la plus vaste possible et ensuite de montrer les choix en tenant compte aussi de la rapidité que ça va impliquer, du coût que ça va impliquer, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a des gens, mais ils ont du temps, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps mais qui ont de l'argent, il y a des gens qui peuvent avoir du temps et de l'argent. Donc il faut que ce soit ouvert au plus de personnes possible. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on conçoit la nature des plantes aromatiques et la nature des huiles essentielles qui sont extraites à partir de ces plantes aromatiques, on s'aperçoit qu'il y a un lien très proche
avec l'immunité. Du reste, tu connais la question que je pose souvent, tu peux la poser à tes auditrices, auditeurs. On considère dans le système qui est l'être humain, c'est-à-dire toutes les cellules, quel est le pourcentage, quelle est la fraction des cellules qui s'occupent de l'immunité. Autrement dit, on demande un ordre de grandeur. D'accord ? Je ne demande pas une réponse, je dirais, à l'unité près, mais dans quel ordre de grandeur on se situe. Est-ce qu'il y a une cellule sur 10 qui est immunitaire, une cellule sur 100 qui est immunitaire, une cellule sur 1000 qui est immunitaire, une cellule sur 10 000 qui est immunitaire? Et quel est l'ordre de grandeur? Donc, ils peuvent réfléchir à ça. D'accord? Alors, ils réfléchiront, mais il y a une piste qui est intéressante pour les faire réfléchir. Tu as déjà vu une analyse de sang, Magali? Le résultat d'une analyse de sang, tu l'as déjà vu? Oui? Bon. Quand tu regardes le nombre de globules rouges et le nombre de globules blancs, on est dans quel ordre de grandeur? Je te laisse répondre à cette question. Non, mais tout le monde le connaît. On voit 5 millions de globules rouges et on voit 5000 globules blancs. Donc, tu as déjà la réponse. Le globule rouge est là pour transporter l'oxygène. On va dire qu'il transporte l'oxygène à toutes les cellules de ton corps, pas qu'à tes cellules immunitaires. Le globule blanc, je ne vais pas dans les détails, mais globalement, lui, il est là pour te défendre. Eh bien, entre 5 millions et 5000, tu as un coefficient de combien? De 1000. D'accord? Bon. Maintenant, tu regardes la nature. D'accord? Et pareil, c'est un ordre de grandeur. Si tu recherches un petit peu des plantes, alors je parle de plantes qu'on peut vraiment distiller, pas une plante juste qui a une petite senteur, mais qu'on peut distiller et qu'on va obtenir une huile essentielle à partir de la distillation par rapport à l'ensemble des autres plantes qu'on ne va pas distiller, parce que soit elles ne donnent aucune huile essentielle, soit ce serait vraiment trop infime, et ben tu vas trouver une proportion. Et alors, la proportion, elle est de quelle? Oui, elle est proche de ce que tu as dit, oui. Voilà, elle est de l'ordre de 1 pour 1000. Oui. Donc, ce domaine des plantes aromatiques est un peu pour nous l'image extérieure dans le monde des ressources végétales, qui est quand même le premier monde qui nous donne de quoi respirer, de quoi nous nourrir, de quoi nous soigner. Eh bien, on a une fraction de ce monde végétal qui s'appelle les plantes aromatiques. Et cette fraction-là, elle est comme en lien direct avec le soutien intelligent qui nous permet effectivement de travailler de manière élective et sélective sur l'acquisition de la maîtrise immunitaire. Est-ce que ce n'est pas déjà une belle piste? Donc, en fait, il y a un lien très fort. On voit que, autant en termes de pourcentage, au niveau qualitatif ou quantitatif, on voit qu'il y a dans le monde des plantes, leur immunité, c'est leur sécrétion aromatique, de la même façon que nous, on a on va dire, nos cellules immunitaires. Donc, il y a un rapprochement à faire à ce niveau-là, déjà. Exactement, c'est ce qu'on appelle la loi des signatures. Du reste, quand tu considères l'émergence des plantes aromatiques sur la planète, donc on est il y a 300 millions d'années, c'est pas si loin que ça quand on pense que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Il y a 300 millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en fait à la fois l'apparition de la lignification, c'est-à-dire l'apparition du bois, et ça c'est une molécule qu'on appelle la lignine, qui fait partie des biosynthèses aromatiques à partir, tu sais très bien, de la phénylalanine. Donc c'est toute cette voie métabolique qui permet de générer énormément de composés moléculaires dans des familles très différentes, mais en particulier une famille très importante pour nous dans les huiles essentielles qu'on appelle les fameux phénylpropanoïdes. Et cette naissance du bois se fait donc chez des conifères, ces arbres qui restent toujours verts, à part une exception. Et quand on coupe un conifère, et pour se protéger de l'attaque des champignons, des bactéries, des virus, des parasites, il se met à sécréter une substance qu'on appelle la résine. Et cette résine, c'est exactement l'image d'une immunité de protection par rapport aux agresseurs. Donc on voit bien, alors la molécule aromatique est apparue très tôt dans l'histoire de la vie. Et je parle là de l'apparition de la sécrétion essentielle, c'est-à-dire d'un complexe qui est donc sous forme de résine. Et dans cette résine, on a effectivement d'une part des composés un peu plus lourds qui vont donner une consistance protectrice, comme une gangue, et ensuite on a des composés, en particulier des molécules, mais bien d'autres molécules aussi, qui vont être là pour repousser, pour dissuader et pour protéger la plante qui a été blessée. Donc, quand toi, tu te mets à saigner, hein, on voit bien que ça coagule, ça protège, tes globules blancs arrivent, tout ça, c'est une orchestration, et on est dans une sorte d'analogie, d'image, on dit ça la loi des signatures. Donc, tu as vraiment cette confirmation, et dans mes cours, j'aime bien montrer certains arbres qui, carrément, quand on les blesse, ça coule rouge, et après, la jambe qui coule rouge.
C'est vraiment typique. Oui. Nous, donc là, tu es en train de dire finalement que quand on cherche à protéger, on parlait au début de mission immunitaire, si on cherche à rentrer dans, on va dire, la protection ou l'équilibre de ce système immunitaire, la voie royale, pour toi, ce sont les plantes aromatiques, les huiles essentielles, c'est vraiment la voie vers laquelle il faut, vers laquelle on peut s'acheminer. Oui, alors, dans le cadre où on a décidé de faire un travail psycho-neuro-endocrino-immunitaire, et dans la mesure où on n'a pas de temps à perdre et on a quand même peu d'argent, quand tu mets tout ça dans la balance, parce qu'il y a plein de plantes utiles, hein, mais quand tu cherches un résultat profond, rapide, durable, et qui soit en plus peu coûteux et finalement aussi agréable, tu arrives en mettant tous ces critères-là à dire la voie des huiles essentielles, c'est celle que la nature me propose, la nature alliée à l'intelligence humaine et à la technique humaine, c'est celle qui me propose. Et moi, je me base quand même sur un demi-siècle d'expérience. Et non pas que je néglige les autres choses, je suis un passionné des plantes. Si tu vois tous les livres qu'il y a derrière moi, oui. À la limite, j'ai plus de livres sur les plantes que sur les huiles essentielles. Oui. Et après, d'un point de vue, je dirais, en tant que presque, je dirais, moi, ma vocation initiale, c'était la chirurgie et la réanimation. Donc, je suis quand même confronté à ce qu'on appelle l'urgence. Et dans l'urgence, tu ne demandes pas à quelqu'un d'aller cueillir une petite branche et de faire une tisane. Tu comprends? Par contre, dans une démarche sur du long terme, il est indispensable d'intégrer la nutrition et aussi les plantes. Si je me rapporte quand même au fait que là, on est dans un cas d'urgence et qu'il y a des gens qui, effectivement, veulent rapidement, c'est ce qu'on appelle en anglais un crash course, rapidement être capable d'augmenter ce niveau de résistance, c'est évident que si je leur dis faites une tisane avec une branche de thym et une pincée de romarin, ça risque d'être un petit peu longué. Non pas que le thym et le romarin n'aient pas des propriétés, mais entre la plante qui contient en gros 1% de molécules aromatiques et l'huile essentielle qui est 100% de molécules aromatiques, qui plus est peut s'utiliser par toutes les voies, il n'y a pas photo. On est bien. Donc là, on est vraiment dans l'espace-temps. Finalement, on avait de la plante qui prenait tout l'espace. Elle a été raccourcie dans un petit flacon. Donc, on a réduit l'espace et du coup, on accélère le temps. Donc, en réduisant mes tonnes et mes tonnes de plantes dans un petit flacon, j'accélère en même temps, en réduisant l'espace, j'accélère le temps de pénétration et le temps de guérison, par exemple. Donc là, on retrouve les concepts d'espace-temps. Est-ce que tu aurais des conseils, des petites astuces pratiques? On ne va pas rentrer dans la pathologie lourde et quand le problème est déclaré, mais vraiment justement pour commencer à rentrer dans cette mission immunitaire. Alors, ça peut être des huiles essentielles ou autre chose. D'ailleurs, ça serait intéressant d'entendre la première chose sur laquelle on a décidé d'insister, toi et moi, c'est déjà que chacun, en toute lucidité, pleine conscience et lumière, s'examine et puisse identifier, nommer, caractériser les aspects dans son comportement qui sont des aspects négatifs. Quelqu'un qui, effectivement, est encore soumis à la cigarette ou même qui vapote, c'est pas la même chose que la cigarette, mais enfin, on s'aperçoit que c'est aussi cancérigène. Quelqu'un qui est addict au sucre, qui est un destructeur de la résistance et même psychiquement. Tu dirais que le sucre, c'est une drogue, on peut la qualifier de drogue? C'est la pire. On a réalisé que c'est le pire addictif comparé à tous les autres, parce qu'en plus, c'est légal, c'est même pas ici, c'est légal, tout le monde en a, et quand tu rentres dans cette dépendance au sucre, tu bousilles ton immunité, c'est systématique. Alors, je veux dire, moi, je veux bien qu'on se mette un peu d'eucalyptus, de colza, de lavande, tout ce qu'on veut, mais si on est addict au sucre, c'est très, très difficile. Alors, justement, à partir de cet exemple, on va parler d'un cas très intéressant, parce que c'est un cas vécu, et de montrer justement l'intelligence de l'huile essentielle. Pourquoi? Parce que si je dis à monsieur un tel ou à madame un tel, résister à votre tentation, en réalité, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ça dépend de leur microbiote. Ce microbiote, il se nourrit de la substance sucrée, en particulier les candidats albicans, et puis d'autres êtres encore bien plus méchants, et ils sécrètent, c'est très très intelligent cette bestiole, ils sécrètent des substances qui sont des formes de toxines. Ces toxines passent dans le sang, elles arrivent dans le cerveau, elles se fixent sur des récepteurs qui forcent la personne à manger exactement ce qu'il faut pour qu'eux se nourrissent, mais qui va nous détruire. Donc, ce n'est pas nous qui voulons ce sucre, c'est les bactéries qui nous disent « donne-moi du sucre, j'ai faim » et nous obéissons. Voilà. Et on l'a vu même sur des fourmis. Moi, j'ai montré des photos, je ne sais pas si tu te rappelles, de champignons qui sont dans l'intestin de la fourmi. Et la fourmi, normalement, elle ne va pas vivre sur la canopée, elle vit proche du sol.
eh bien, elle devient folle et elle monte sur la canopée et on va sortir de son crâne des mycéliums, c'est-à-dire des filaments microbiens, parce que lui, le champignon, il voulait monter plus haut. Et on voit bien que, qu'on soit des humains, des fourmis ou n'importe quoi, nous ne sommes pas seuls. Nous avons en nous une population, et cette population, elle peut devenir notre ami ou notre ennemi. Et cette population, c'est l'interface intériorisée, et qui vient du monde extérieur, puisqu'au départ, un bébé qui naît, il n'a aucune flore, donc ça vient déjà de sa maman, et un bébé qui naît par césarienne et qui n'est pas allaité, on peut dire déjà que du point de vue immunologique, même plus que ça, il est mal armé pour la suite. Donc les choses sont bien faites. Quand l'enfant naît, il naît pour absorber les matières fécales de sa maman, parce que c'est ça qui va lui donner les premiers éléments de la formation de son microbiote intestinal, qui représente 70% de notre capacité immunitaire. Donc si on s'occupe d'immunité et qu'on néglige le microbiote, on va dire on est sur un tiers et les 2 tiers, on les a oubliés. Donc, ça rejoint ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire, moi, je te pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et toi, tu me réponds, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Donc, avant de dire, je vais prendre tel et tel huile essentielle, déjà, se regarder soi et dire, qu'est-ce qui, dans ma vie, constitue un frein à développer cette immunité? Donc, tu as parlé du sucre, tu as parlé de la cigarette, donc c'est différentes formes d'addiction. Donc, pour toi, il faut d'abord démarrer par ce nettoyage avant de dire, je prends telle ou telle substance. Alors, ce qui est intéressant dans l'anecdote que je vais raconter, c'est de faire le lien avec justement l'élimination de facteurs négatifs, notamment addictifs, et la facilitation que l'introduction et l'utilisation des huiles essentielles va permettre. Le lien, il est là, en fait. Parce que tu peux dire, oui, je ne veux plus, je ne veux pas, chocolat, machin, tout ça. Non. C'est l'exemple d'un ami ostéopathe que tu connais bien. Et cet ami ostéopathe, effectivement, il a avoué, il avait, comme on dit, le sweet tooth, il avait la dent douce. Bon, ce n'est pas un crime, mais enfin, je veux dire, quand on s'y met et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, ça devient un problème. Alors, lui, on lui a demandé d'utiliser l'huile essentielle d'origan caliteri. L'avantage de l'origan caliteri, c'est qu'il apporte un très bon équilibre au niveau de molécules qui vont être des régulateurs de cette flore intestinale, mais d'une manière qui n'est pas agressive. Quand vous avez des origans à 70 voire 80% de carbacrol, sur un temps court, c'est acceptable. Dans la durée, ce n'est pas acceptable. Vous allez avoir, je dirais, un déséquilibre à la fois énergétique, au niveau du foie, etc. On va passer là-dessus. On a l'avantage d'avoir un origan qui a une petite quantité de carbacrol, mais comme il faut, comme tu mettrais un petit peu de piment. Si tu mets un peu de piment, c'est agréable. Si tu renverses le pot de piment, tu vas rejeter ton plat. Donc, la petite quantité, ça peut être autour de 10%, 15%, mais dans des variations d'une fourchette qui font que c'est très tolérable. Et puis sinon, des monoterphénols et des monoterpènes. Eh bien, dans son histoire, il nous dit qu'après un mois de prendre ces quelques gouttes d'huile essentielle d'origan caliteri, spontanément, sans même en avoir pris une décision volontaire, en disant je me contrôle, etc. Non, le besoin sucré qui venait en fait du déséquilibre de sa flore intestinale, avec l'action régulatrice sur cette flore et sur les mauvaises bactéries et champignons de cette flore qui s'est accompli, il a été capable de presque, je dirais, comme un bonus, de se défaire de cette addiction. Ce n'est pas dire qu'il ne mangera pas de sucre, mais ce ne sera pas dans cet état de dépendance, d'addiction et de soumission à un ennemi qu'on héberge en nous. Souvent, on entend dire, en fait, c'est qu'une histoire de volonté. Si tu as envie d'arrêter, tu arrêtes. Mais là, tu es en train de dire, quand tu mets en branle la volonté, il y a une forme d'opposition, il y a une forme de force qui fait que souvent, ça peut mener à des échecs. Alors que là, c'est simplement en prenant son origan, donc caliteri, qui est un origan assez doux, eh bien, il a régulé sa flore. Donc, les méchantes, on va dire comme ça, les bactéries pathogènes méchantes, elles ont été éliminées. Elles n'ont donc plus envoyé plus ce signal de j'ai besoin de sucre. Et donc, naturellement, son envie de sucre a baissé. Donc là, ce n'était pas une histoire de volonté, c'était une histoire qu'on a d'abord éliminé en fait, les freins qui lui permettaient d'aller mieux. Donc, c'est je vais te donner un exemple que tout le monde va comprendre. Et moi, je suis dans une ferme, je suis obligé de tout faire moi-même. Et parfois, on a, dans mes instruments agricoles, j'ai un boulon qui est rouillé. Et il faut que je puisse vraiment le défaire. Si je mets énormément de force, soit je vais casser ma clé ou le boulon, je vais détruire, ou je vais y arriver mais avec un effort énorme. Qu'est-ce que je prends? Des grip oil, c'est une espèce d'huile qui va dissoudre la rouille, et après, ça se fait tout seul. Bien, l'huile essentielle, c'est ça.
Au départ, il faut quand même se dire qu'on a envie de changer sa vie, mais sans être accompagné, ça va me demander un gros effort de volonté. Peut-être je vais y arriver, peut-être pas, et peut-être je vais y arriver sur un certain temps, puis après je vais craquer. Si je le fais en allant à la cause profonde, c'est-à-dire à cette espèce d'empoisonnement intérieur à mon insu par ces toxines bactériennes, eh bien, j'ai une facilitation et une rapidité, et une implantation, un enracinement, quelque chose que j'appellerais de radical qui va à la racine. Et ça, à l'époque où on vit, c'est un bonus extraordinaire. Donc, pour toi, cette mission immunitaire, elle commence par le microbiote, par ce deuxième cerveau par le ventre. C'est vraiment la racine. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que l'enfant qui naît par voie basse et non pas par césarienne, il va avaler un petit peu de matière fécale de sa maman et ça constituera sa première immunité. Donc, le ventre, c'est vraiment l'immunité de base. Donc, l'importance de bien s'alimenter, évidemment, de bien choisir ses aliments. Là, tu as mentionné de prendre des huiles essentielles par voie buccale. Alors, toujours bien être accompagné, choisir les bonnes huiles, mais cette importance du microbiote, ça démarre par bien s'alimenter. Est-ce que tu aurais des suggestions par rapport à certains aliments qu'on pourrait prendre pour créer cet enracinement immunitaire? Alors, c'est toujours pareil. Moi, je tiens compte de la bourse. Je crois que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément des... ne roulent pas sur l'or. Donc, là encore, on propose beaucoup de compléments, de probiotiques, de prébiotiques, de choses en gélules, tout ça. Je dis, bon, occasionnellement, ça peut être utile, mais essayez d'abord de réfléchir à ce que vous avez sous la main. D'accord ? S'il faut prendre des prébiotiques qui nourrissent la bonne flore, eh ben, allez chercher le son d'avoine, du psyllium, même si vous prenez des pommes bio dans la peau de la pomme, si c'est des pommes bio, bah, mangez-la, l'épluchez pas. Tout ça, parce que pourquoi la peau de la pomme? Pourquoi la peau de la pomme? Ce sont des fibres qui nourrissent la bonne flore, tu comprends? Donc, on a plein de ressources avant d'aller acheter un complément qui coûte très cher. On te met en gélule. Moi, j'ai vu des gens, des laboratoires qui proposent, tiens-toi bien, de l'huile d'olive en gélule. Oui. Non, parce que toi tu dis, on ne roule pas forcément sur l'or, mais c'est même pas une histoire de rouler sur l'or, c'est une histoire qu'on est prêt à mettre le prix si ça vaut le coup, mais là, ça n'a pas de sens. Donc, ok, les pots de pommes, qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil à bon, alors, tout ce qui est fibres semi-solubles, après, allez sur Internet, vous verrez, maintenant les recherches se font facilement, mais je vous donne plutôt la piste. Après, vous avez des choses très simples qui sont tout ce qui est lacto-fermenté. La choucroute, en ce moment, c'est la pleine saison. Puis toi qui es à Strasbourg, la choucroute bio. J'adore. Quand on va dans les champs, là-bas, on voit sous ces choux, après, ils sont râpés, ils sont mis en lactofermentation. Alors, je ne dis pas la choucroute avec les saucisses et la choucroute cuite. Moi, c'est vraiment la choucroute. On reste sur la choucroute, oui. Même le jus de choucroute. Ouais. Et donc, en général, tout ce qui est lactofermenté, c'est une très bonne source. Au lieu de prendre du tofu, maintenant, vous avez du tofu lactofermenté, qui a l'avantage d'augmenter le taux d'acides aminés, de protéines et des acides gras essentiels également. Et en plus, il apporte les éléments de la lactofermentation. Tout ça, ça va ensemencer de façon à avoir une flore le plus saine possible en se nourrissant et pas en achetant forcément toutes sortes de compléments. Donc, on est en train de nourrir les bonnes bactéries, là. Voilà. C'est vraiment cette flore lactique, c'est vraiment la base de la bonne flore. Si on a vraiment besoin de réensemencer avec des éléments particuliers, à ce moment-là, on peut consulter un thérapeute et faire une démarche. Mais là, j'essaie de faire des choses sans voir de thérapeute. Bon. Souvent, tu mets en lien l'aspect alimentaire avec l'aspect exercice physique. Et tu m'as dit une fois presque sur la bouteille d'huile essentielle, il faudrait marquer « Ne remplace pas une alimentation équilibrée ni l'exercice physique ». Pourquoi ? Tu sais, on est obligé légalement de le mettre sur tous les compléments alimentaires, sur des vitamines, des minéraux, quoi, des plantes, etc. Comme l'huile essentielle n'est pas vendue spécifiquement comme complément, on ne le met pas. Mais si on introduit l'essentiel pour sa santé, il faut effectivement comprendre que cette huile essentielle, aussi bien, enfin, je veux dire, autant dans un cas d'urgence, on n'a pas le temps de faire toute une réforme de son mode de vie, elle va nous rendre service. Mais nous, ce qui nous intéresse, comme on l'a dit, dans ce travail en amont, c'est l'intégration des huiles essentielles, tu le sais Magali, pour la vie, pour aider ma vie et pour le reste de ma vie. Ce n'est pas un one shot, tu dis ça comme ça. Fitness, tu parles de fitness aromatique. Bien sûr. Moi, je m'engage à faire tous les jours mon jogging et à travailler sur mon corps. Ce n'est pas parce qu'une fois par mois je vais le faire que ça va me donner résultat. Au contraire, ça va m'épuiser. Donc, on est vraiment dans le mot-clé, c'est le mot engagement.
dans cet engagement-là, il y a effectivement qu'est-ce que je fais rentrer par la bouche. Et bien, par la bouche, je vais limiter, même supprimer certains aliments qui sont là uniquement pour me voler mon énergie. Le sucre, alors que ce soit du sucre blanc ou du sucre rouge, ce n'est pas une grosse différence. Je ne parle pas après du Moscovado, c'est différent. Mais le problème du sucre, il se pose à différents niveaux. En tout cas, le sucre raffiné, il n'apporte rien et vient voler. C'est une espèce de... Il vient dérober les éléments précieux, les vitamines, le zinc, les minéraux, qui n'apportent pas. Alors, quand on voit qu'on se bat pour réintroduire les néonicotinoïdes pour traiter les insectes qui attaquent les betteraves sucrières, bah, je me dis, on ferait bien de remplacer ces cultures de betteraves par des cultures de plantes médicinales et de plantes aromatiques, puisqu'on cultive la mort. Tu comprends? Donc, on va agir sur l'alimentation. Je ne suis pas en train de prôner tel ou tel régime, mais du bon sens. Essayer de choisir du local, qui soit certifié bio, ou bio parce que c'est un bio que vous avez chez les paysans. Pour moi, c'est largement suffisant, surtout que maintenant, on trouve du bio industriel dont la qualité demande à être vue. Ensuite, si vous êtes sédentaire, bah, commencez un petit peu à bouger. Hein, et quand je dis bouger, c'est pouvoir vraiment oxygéner l'organisme. Hein, si vous avez une petite marche à faire, je sais bien qu'on est confiné maintenant, mais bon, idéalement, c'est de pouvoir, par exemple, pour le même temps, pouvoir grimper une côte. En grimpant une côte, tu vas multiplier par 7, 8, 9, 10 ce que tu ferais dans une marche normale. Donc, il y a des tas de petits moyens, dans un temps plus court, d'avoir un meilleur résultat. Et puis, bon, on va travailler effectivement sur le côté mental, puisque c'est quand même cette espèce de triangle qui fait qu'on va pouvoir, dans la durée, modifier cette réactivité et aussi passer, comme je dis, d'une réaction immunitaire à une réponse immunitaire. La réaction, c'est non réfléchi, la réponse, c'est réfléchi. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu as dit que finalement, ce n'est pas tant l'agresseur en face qui est dangereux, c'est les réactions de mon propre système immunitaire qui, au lieu de répondre en prenant un tape-moustique, va prendre un bazooka pour éliminer un moustique. Donc là, ça va créer des dégâts. On a beaucoup parlé des orages de cytokines, notamment dans le cas du coronavirus. Donc c'est cette espèce de mouvement. Qu'est-ce qui est dangereux? L'ennemi en face ou est-ce que c'est les réactions de mon système immunitaire excessif? Alors, il y a des cas différents. Il y a certains virus qui sont d'une dangerosité totale. C'est comme, je te donne l'exemple des chiens. Si je te dis tous les chiens sont gentils, hein, comme on dit, les microbes n'est rien, le terrain et tout, et tu te fais bouffer la main par Rottweiler, tu ne seras quand même pas très heureuse. Donc il faut être intelligent. D'accord? On a la chance avec ce coronavirus que dans ces cas qu'on nous décrit, qui sont des cas qui deviennent graves, on s'aperçoit que l'organisme est complètement affolé. Il y a certaines molécules qui ont été multipliées par 1000 dans les sécrétions immunitaires. Et c'est les effets secondaires de ces molécules fabriquées par le système immunitaire qui ont créé tous les dégâts. Je ne dis pas que le virus n'a pas sa part, mais il a une part qui finalement, je dirais dans la balance, est relativement réduite par rapport à ce que représente cette hyper-réactivité de l'immunité qui devient toxique, qui devient comme un poison et qui devient, dans certains cas, mortel. D'accord. Bon, ben merci beaucoup, docteur Penouel. Moi, je vais dire papa hein, pour ces éclairages. Est-ce que tu aurais un dernier mot à communiquer, une dernière idée à partager avec nous? Mon mot d'espoir, c'est de dire que ayez confiance. Je ne vais pas dire n'ayez pas peur, parce qu'en PNL, on veut retenir la peur. Non, ayez confiance. Nous avons la chance de disposer d'extraordinaires ressources dans la nature. Et la nature alliée à l'intelligence et les techniques humaines. Et c'est pour ça qu'on se reporte sur les huiles essentielles qui sont vraiment le pinacle de cette association intelligence des plantes, intelligence de l'homme. Et confiance parce que l'expérience qui a été acquise sur le terrain et dans les cas aussi bien les plus désespérément chroniques que dans les cas les plus tragiquement aigus montre qu'il n'y a pas de substitut au pouvoir des huiles essentielles à condition de les intégrer dans cette démarche intégrative, donc intelligente et complète. Et c'est pour ça que dans cette mission humanitaire, on va identifier, dans l'algorithme aromatique, identifier ce que j'appelle l'huile essentielle d'une très haute valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait que mon huile essentielle va perdre de la valeur? Qu'est-ce qui fait que mon huile essentielle va gagner en valeur? Et tout ce que je vais faire
par exemple, de travailler sur une addiction au sucre ou au tabac, de me permettre de faire de l'exercice, ça permettra à l'huile essentielle d'acquérir encore plus de valeur. D'accord ? Donc, il y a tout ce travail de réflexion. On n'est pas ici dans une petite recette magique, mais on a compris la très haute valeur ajoutée et on veut la respecter et encore ajouter plus de valeur. Et c'est ça le processus de l'algorithme aromatique. Donc, l'huile essentielle, c'est un pixel dans une grande image. Si on la garde dans un pixel, on n'aura pas toute sa valeur ajoutée. Il faut l'intégrer dans cette grande image. Tu parles de l'algorithme aromatique, donc ça, ce sera le prochain ouvrage qui sera disponible. Donc, ce sera optimiser le pouvoir des huiles essentielles. Et pour ça, eh bien, il faut une forme d'algorithme. Ça veut dire qu'on va choisir le chemin le plus court pour le résultat le plus rapide en intégrant les huiles essentielles dans une démarche intégrative. Exactement. Alors, merci beaucoup, papa. Je te souhaite une bonne journée dans la Drôme. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres échanges comme ça, enrichissants pour moi, évidemment, parce que j'adore échanger avec toi. Je trouve ça passionnant. Et j'ai envie d'en faire profiter les autres. C'est pour ça qu'on va commencer à lancer une petite série comme ça d'interviews, si tu es d'accord, bien sûr, et si tu acceptes cette mission. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.